Bonjour, bienvenue au cours numéro 3. Aujourd'hui, section 1.5, le champ électrique généré par plusieurs particules. Bon, évidemment, on a vu dans la section précédente que le champ électrique, c'est un vecteur, et s'il y a plusieurs particules qui créent des champs électriques, on peut juste additionner le tout vectoriellement. Donc, E1 plus E2 plus E3, etc. Jusque-là, il n'y a rien de très surprenant. On va commencer par faire des exemples simples pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis ensuite, on va regarder des exemples, des exercices plus compliqués pour être sûr de pouvoir l'appliquer, la méthode qu'on va voir, dans des situations plus complexes avec des angles ou avec 3 dimensions. Donc, on va commencer par cet exemple-là. On va prendre une charge Q1 qui est à moins 2 mètres sur l'axe X et qui a une valeur de 5 microcoulombs, et Q2 qui est moins 3 microcoulombs, qui elle est à 2 mètres à droite de l'origine, donc toujours sur l'axe X. Déterminer le champ au point P. Donc, c'est pas tellement compliqué, on va utiliser l'équation qu'on a vue précédemment. On va calculer le champ électrique créé par chaque charge séparément. Donc, on revient à l'équation de base. KQ1 sur R carré multiplié par le vecteur unitaire. On va remplacer les chiffres tels qu'ils sont donnés dans l'équation. Donc, 9 fois 10 à la 9, 5 fois 10 moins 6, la distance 2 au carré. Et la partie importante, le vecteur unitaire qui va toujours de la charge vers le point P qui est à l'origine. Donc, dans ce cas-ci, de Q1 vers P, c'est-à-dire vers la droite, donc en I tout simplement, ce qui va nous donner un champ électrique de 11 250 I newton par coulomb. C'est un ordre de grandeur qui est tout à fait normal, là, on ne s'inquiète pas avec ces ordres de grandeur-là pour les champs électriques. On fait la même chose avec la deuxième charge. Donc, la deuxième charge, elle est aussi à 2 mètres. Elle a une valeur, par contre, de moins 3. Et là, le vecteur unitaire, dans ce cas-là, il va de la charge vers le point P et donc, il va vers la gauche. Donc, en moins I. On multiplie le tout. 6750 I newton par coulomb. Les deux vecteurs vont vers la droite puisque le champ électrique créé par la charge positive s'éloigne de la charge positive, donc va vers la droite, alors que le champ électrique créé par la charge négative va vers la charge négative, et donc lui aussi va vers la droite quand on est au point P. Pour déterminer le champ électrique total, on va juste additionner les deux résultats qu'on a obtenus, donc 11 250 I plus 6 750 I, ce qui fait 18 000 I newton par coulomb, ou 18 I kilo newton par coulomb. Question B, donc je reprends le même problème, mais cette fois-ci, la question, déterminer quelle serait la force sur une charge qu'on va placer au point P. Donc c'est bien important, je ne veux pas que vous recalculiez le problème au complet en le faisant comme on a fait dans la section 1.2. On a vu comment trouver la force électrique. On a K, Q1, Q2 sur R carré, avec le vecteur unitaire qui va de 1 vers 2, etc. Mais ici, c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Comme on connaît déjà le champ électrique, on a vu aussi que la force, c'est la charge fois le champ. Donc, si je connais le champ au point P, je n'ai qu'à multiplier par la valeur de la charge que je place au point P pour obtenir la force électrique. F égale à Q fois E. Comprenez bien que ça arrive tout le temps dans les examens. On va vous poser des questions de ce type-là. Et si vous faites le calcul en entier, vous allez obtenir la même réponse. C'est juste que ça va vous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, n'oubliez pas cette équation très importante. La force, c'est la charge fois le champ. Donc, dans ce cas-ci, moins 2 fois 10 moins 6, multiplié par le 18 000 I, qui est mon champ électrique au point P, et on va obtenir 36 millinewtons vers la gauche. Donc, moins 0,036 I newton. Donc, on ne refait pas surtout le calcul des forces. Un autre exemple, un exercice du livre, donc la situation 3 à la page 45, on vous donne 4 charges placées aux 4 coins d'un rectangle et on vous demande de déterminer la force totale sur la particule D. On pourrait le faire comme on a fait dans la section 1.2 et calculer la force créée entre chaque charge. Mais ce qu'on va faire cette fois-ci, puisqu'on est dans la section sur le champ, on va calculer le champ électrique total, puis à la fin on va multiplier par QD qui est moins 4 microcoulombs. Donc, on va commencer par calculer le champ électrique créé par la charge A. Donc, ma charge A au point P. Bon, c'est pas le point P cette fois-ci, c'est au point D, mais c'est la même chose. Donc, ma charge A au point P, c'est
K fois QA sur R au carré, multiplié par le vecteur unitaire qui va de A vers D. Donc, dans ce cas-ci, la distance entre les deux, c'est 3 mètres, et le vecteur unitaire, c'est J, donc de A vers D, c'est-à-dire vers le haut. Donc, on obtient 1000 J newton par coulomb. On va calculer le champ qui vient de la charge C. Je sais que je ne l'ai fait pas dans l'ordre, mais c'est parce que, étant donné que le champ qui vient de la charge B est en 2 dimensions, ben, il est un petit peu plus long à calculer, fait qu'on va commencer par les faciles. Donc, ici, KQC sur R carré multiplié par le vecteur unitaire, la charge C qui vaut moins 3 fois 10 moins 6, la distance qui est 4 mètres, et le vecteur unitaire qui va de la charge C vers le point D, qui est moins I, donc qui va vers la gauche. Ensuite, on va calculer le champ électrique qui vient de la charge B. Donc, on va commencer par déterminer le vecteur unitaire UB, le vecteur unitaire qui va de la charge B vers le point D. Alors, pour faire ça, on va trouver c'est quoi le vecteur qui va de B à D, c'est-à-dire 4 mètres vers la gauche et ensuite 3 mètres vers le haut, soit moins 4i plus 3j. C'est le chemin qui nous permet de passer du point B au point D. On va diviser par le module de ce vecteur-là, qui est 5, donc c'est 4 au carré plus 3 au carré, puis on fait la racine, donc le module c'est 5. Donc si je divise mon vecteur R par le module du vecteur R, j'obtiens le vecteur unitaire, moins 0,8i plus 0,6j. Ça c'est mon vecteur unitaire UB, un vecteur qui mesure 1 et qui pointe de B vers D. Comme ça. Je sais plus, maudite image miroir. Donc, je vais appliquer mon équation, EB qui est 9 fois 10 à la 9, fois 2 fois 10 moins 6 sur 5 au carré, qui est la distance, multiplié par le vecteur unitaire que je viens de trouver, et ça va nous donner moins 576i plus 432j newton par coulomb. Pour trouver le champ électrique total au point D, bien, on va additionner le tout, EA plus EB plus EC, et ça va nous donner un grand total de 1112i plus 432j newton par coulomb. Là, comme la question c'était trouver la force et non trouver le champ, quand j'ai le champ, je vais multiplier par la valeur de la charge qu'on place au point D, qui est moins 4 fois 10 moins 6, et ça va nous donner la valeur de la force au point D sur la charge que j'ai mise au point D, c'est-à-dire moins 4,45i moins 5,73j millinewton. Ok, on va faire un exercice un petit peu plus compliqué. On va prendre la situation 5 qui est à la page 47 dans votre livre. Dans cette situation-là, vous avez deux charges, Q1 et Q2, qui sont placées sur l'axe Y, de part et d'autre de l'axe X, à une distance identique, donc la distance D ici. On a un point P qui est placé sur l'axe X et on cherche à déterminer en ce point P-là, un endroit quelconque sur l'axe X, quelle est la valeur du champ électrique créé par les deux charges. Donc, quel est le champ électrique total? Bon, comme on ne connaît pas la valeur de chaque charge, on ne peut pas être sûr si le champ électrique va s'éloigner ou aller vers les charges, parce que ça dépend si elles sont positives ou négatives, mais pour les besoins de faire un dessin et de résoudre le problème, on va les supposer positives. On va se rendre compte que ça n'a pas d'importance. Si c'était négatif, ça va donner le même résultat. Évidemment, le vecteur va être dans l'autre sens, mais comme Q est négatif, bien, ça multiplie par une valeur négative, ça inverse le vecteur. Tout ça, c'est correct, c'est normal. Donc là, pour l'instant, on va les poser positives. Et on va dire tout simplement que le champ électrique créé par la charge 1 s'en va par là, donc s'éloigne de la charge 1. Et le champ électrique créé par la charge 2 s'en va par là, donc il s'éloigne de la charge 2. Comme les deux charges sont de même grandeur et sont situées à égale distance du point P, on peut conclure que les deux champs électriques vont avoir le même module. Et aussi, le même angle par rapport à l'axe X. Ce que ça va faire, c'est que le champ électrique créé par la charge 1, bon, une composante en X, une composante en Y qui est une composante en X vers la droite, une composante en Y vers le bas, alors que la charge 2 va avoir une composante en X vers la droite, une composante en Y vers le haut. Et comme ils sont pareils en module et avec le même angle, bien, les composantes en Y vont s'annuler. Puis les composantes en X, elles sont toutes les deux vers la droite, fait qu'elles vont s'additionner. On peut donc en conclure, puis là je vais le faire d'une façon un peu plus géométrique, on peut en conclure que la somme des champs électriques va me donner 2 fois la grandeur du champ électrique d'une des deux charges,
en X. Donc la composante en X d'un des deux, que ce soit E1 ou E2. Là, ici, j'ai mis E1, mais les deux sont pareils. Donc je trouve la composante en X, puis je multiplie par 2 pour avoir la somme du champ électrique de la charge 1 et le champ électrique qui vient de la charge 2. Donc, c'est quoi la composante en X? Si je me fie à l'angle phi qui est ici, on va avoir 2 fois le module du champ multiplié par le cos de l'angle, le cos de phi, pour connaître la composante en X de ce champ-là. Donc, c'est quoi? Le champ électrique, bon, c'est KQ1 sur R carré, comme d'habitude. Et le cos de l'angle, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, le côté adjacent ici, c'est X, et l'hypoténuse, c'est R. Donc, j'ai remis l'angle phi ici, là, on voit que c'est le même angle, c'est l'angle... Enfin, c'est le même angle ici, c'est des triangles semblables qu'il y a de chaque côté. Donc, X sur R, c'est égal à cos de l'angle, à cos de phi. La direction du vecteur unitaire, c'est I, on l'a dans le dessin, c'est la direction du champ électrique, la composante en X va être vers la droite. La valeur de R, c'est la distance entre 1 et P, ben c'est D au carré plus X au carré, puis on fait la racine carrée de ça pour trouver R. Donc, si je remplace tout ça, c'est-à-dire que je remplace toutes les R, j'ai R au carré multiplié par R, ce qui fait R au cube, puis je remplace R par racine carrée de X carré plus D au carré, ça va me donner X carré plus D au carré à la 3/2, c'est-à-dire au cube, multiplié par une racine carrée, donc 3 fois une demi, 3/2. Donc, j'obtiens cette équation-ci. Et c'est ça la réponse. C'est ça la réponse du champ électrique au point P pour une distance quelconque X et D. On remarque que si on avait une charge Q ici qui était négative, bien, ce que ça ferait, c'est qu'évidemment, ça rendrait cette valeur-là négative, ça inverserait le sens du vecteur. Donc, évidemment, mon champ électrique serait vers la gauche dans ce cas-là. Très souvent, on va représenter les lignes de champ électrique de plusieurs façons différentes, mais il y a une méthode classique pour représenter les champs électriques créés par des charges. Donc, ce qu'on vous a dit pour l'instant, c'est que le champ électrique créé par une charge positive s'éloigne de la charge, là, comme vous le voyez dans le schéma qui est à gauche, alors que si on a une charge négative, le champ électrique il va aller vers la charge. Donc, comme on voit dans le schéma à droite. Souvent, on va plutôt les représenter de cette façon-ci, c'est-à-dire en mettant des lignes de champ qui indiquent la direction du champ. En un point, dans une zone, plus il y a de lignes de champ, plus ça signifie que la grandeur du champ est importante. Donc là, on les a mis juste sous la forme de lignes, et c'est représentatif, c'est-à-dire combien de lignes on met, c'est pas mal arbitraire, dans le sens où on va le faire un peu comme on veut, mais évidemment, on va essayer de tenir compte des différences s'il y a plusieurs charges dans le même problème. Par exemple, on pourrait choisir arbitrairement de mettre 4 lignes par microcoulomb. Et donc, si j'ai une charge de 1 microcoulomb, je vais mettre 4 lignes pour représenter cette charge-là. Puis si j'ai une charge 2 fois plus grande, je vais mettre 2 fois plus de lignes. Donc, si j'ai 4 lignes par microcoulomb et que j'ai une charge de 2 microcoulombs, on va avoir 8 lignes de champ. C'est un choix arbitraire. On pourrait choisir d'en mettre 2 lignes par microcoulomb ou 6. Ça dépend de ce qui est logique. Il faut quand même que ce soit lisible et qu'on comprenne de quoi on parle quand on fait le dessin. Donc, ce qu'on va observer ici, c'est qu'est-ce qui arrive si j'ai plusieurs charges. Donc, dans le dessin qui est complètement à gauche, on a 2 charges de 3 microcoulombs et moins 3 microcoulombs. Et les lignes de champ, elles se répartissent de cette façon-ci. C'est-à-dire que oui, elles s'éloignent de la charge positive, puis elles s'approchent de la charge négative. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'évidemment, en réalité, les lignes de champ, c'est la somme du champ électrique créé par chacune des 2 charges. Et donc, les lignes de champ, elles vont courber d'une charge à l'autre. Quand on va faire le lab 1, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vérifier, étrangement. C'est-à-dire qu'on va utiliser un logiciel pour simuler les lignes de champ et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment ça que ça fait, les lignes de champ, quand on place des charges côte à côte. Là, elles sont de même grandeur en valeur absolue, ce qui veut dire qu'on va avoir autant de lignes de champ qui partent de la charge positive que de lignes de champ qui arrivent à la charge négative. Remarquez que ce n'est pas parce qu'il y a une ligne de champ qui part de la charge positive que nécessairement elle va arriver à la charge négative. Donc, ben, oui, elles vont l'une vers l'autre, mais il y en a qui s'éloignent ou qui s'approchent de chaque côté. Si on n'a pas le même ordre de grandeur, si on n'a pas la même grandeur de charge, donc comme dans le deuxième schéma, bien là on voit qu'on a une charge de 4 microcoulombs et une autre de moins 1 microcoulomb. Donc il y a beaucoup plus de lignes de champ.
4 fois plus de lignes de champ qui partent de la charge positive que de lignes de champ qui arrivent de la charge négative. En n'importe quel point, on pourrait déterminer le sens du champ électrique comme étant une tangente à la droite ou à la courbe, pardon, qu'on a à cet endroit-là. Donc, si je veux savoir c'est quoi le champ électrique ici, bien, il va être tangent à cette courbe-là. Et de la même façon, si je veux savoir, mais il va par où le champ électrique quand on est ici, bien, on pourrait tracer une tangente en ce point-là. Et ça serait la direction du champ électrique. Donc, les lignes de champ, c'est ça qu'elles représentent. Elles représentent non seulement la grandeur du champ, mais principalement la direction approximative en tout point autour des charges. Si j'ai deux charges identiques, de même signe, j'ai un point où le champ électrique est nul. Donc, entre les deux charges, exactement, j'ai un point où le champ électrique vaut 0, puis mes lignes de champ, elles ne peuvent jamais se croiser. Évidemment, ça n'a aucun sens que les lignes de champ se croisent, parce que ça voudrait dire qu'il y a deux directions en même temps pour le champ électrique. Le champ électrique, c'est un vecteur, c'est la somme de plusieurs champs électriques. Ça ne peut pas se croiser, il y a une seule direction en chaque point. Donc, c'est pour ça qu'on va observer des lignes de champ qui s'en vont et qui ont l'air de se repousser l'une l'autre. C'est juste une représentation du fait qu'à cet endroit-là, sur mon axe Y, bien, le champ électrique, il va directement vers le haut, puis ici, il va directement vers le bas. Alors, évidemment, si je veux représenter les lignes de champ, ce que je vois, c'est des lignes qui courbent, donc qui vont s'approcher de la verticale. Un exercice beaucoup plus difficile. Celui-là, je vais vous faire travailler un petit peu sur votre vision en 3 dimensions. Donc, ce que je fais ici, c'est que je vous donne 4 charges. Cette fois-ci, elles sont en millicoulombs. Donc, faites attention, 10-3. 4 charges qui sont placées en 4 coins différents d'une boîte. Donc, en 4 coins. Il y en a une ici, la charge Q1, qui est placée au point E. Donc, la charge Q1 est ici. La charge Q2 est placée au point C, ici. La charge Q3 est au point D, alors que la charge Q4 est ici, dans l'autre coin, au coin G. Donc, ce qu'on va observer, ou ce qu'on cherche, pardon, c'est déterminer le champ électrique résultant sur la charge Q1, c'est-à-dire le champ électrique créé par Q2, Q3 et Q4 à l'endroit où se trouve Q1, qui est ici. Ensuite, vous pouvez déterminer c'est quoi la force. Et on a vu tantôt qu'une fois qu'on a le champ, trouver la force, c'est pas supposé être difficile. Ça, c'est le problème que je vais faire avec vous au début du prochain cours. Je sais qu'il est en 3D, je sais que c'est un peu plus difficile, mais les vecteurs unitaires, c'est ça qui est le plus important dans ces sections-là. Ils ne sont pas plus difficiles à trouver. C'est juste qu'au lieu d'avoir 2 dimensions, il y en a 3. Mais vous pouvez faire des vecteurs IJK, vous pouvez utiliser Pythagore pour trouver le module de ces vecteurs-là. C'est des problèmes qui sont vraiment importants à comprendre et à visualiser. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas du premier coup, mais essayez-le, celui-là. Ça vaut vraiment la peine pour la suite. On se revoit au prochain cours.